Là, on est à l'os. C'est-à-dire qu'on ne peut plus encaisser quoi que ce soit. Et l'épisode des bronchiolites le prouve bien. Si on a de nouveau un Covid, ça va être la catastrophe. On est dans un effondrement en fait complet du système. Prenez votre destin en main. Il va falloir descendre dans la rue pour sauver votre système de santé. Oui. C'est l'histoire terrible qui bouleverse de larges pans de l'hôpital public en France. C'est l'histoire de Claudette, 77 ans, admise au CHU de Dijon après s'être cassé la jambe et qui est finalement morte. Après avoir été non alimentée pendant de longs jours, morte de faim, selon ses enfants qui ont décidé de porter plainte. On les écoute. En colère, les enfants de Claudette ne comprennent toujours pas comment leur maman de 77 ans a pu être aussi mal prise en charge par le CHU de Dijon. Le 23 août dernier, elle est admise à l'hôpital après s'être cassé la jambe. Aux urgences, on met dans une chambre et en attente d'opération. Donc à jeun, évidemment. Et ils lui ont dit, maintenant vous êtes à jeun, vous allez être opéré demain. Et ça pendant 5 jours, 4-5 jours. Claudette a seulement le droit de manger un bouillon de légumes le 24 août au soir. C'est le seul repas que l'hôpital lui donnera jusqu'à son admission en réanimation le 28. Claudette, déshydratée, se plaint plusieurs fois auprès des infirmières et de ses enfants. Je lui disais non, mais je t'inquiète pas, c'est impossible. Ils ne peuvent pas la laisser sans manger, sans boire. Voilà, elle n'est pas bien, peut-être que c'est comme ça. Mais là, c'est vraiment vrai. Claudette meurt finalement le 31 août. Sa famille a décidé de porter plainte contre le CHU pour négligence. Une autopsie est en cours et c'est elle qui pourra confirmer les causes de ce décès. Mais cette histoire témoigne du cauchemar dans lequel s'enfonce l'hôpital public en France. Le professeur Laurent Tinès, célèbre neurochirurgien, tire la sonnette d'alarme et appelle les usagers, les citoyens à se révolter contre cet état de fait. Il a bien voulu répondre à nos questions. Monsieur, bonjour, professeur Laurent Tinès. Vous m'entendez ? Bonsoir. Bonsoir. Alors l'histoire terrible de Claudette, 77 ans, qui est morte de faim au CHU de Dijon, selon ses enfants, a été révélée par le quotidien Le Bien Public. Mais d'une certaine manière, vous avez porté cette affaire via un coup de gueule, oui, un coup de sang, qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Dans quelles circonstances avez-vous appris cette histoire et pourquoi elle vous a autant bouleversé ? Écoutez, moi je suis intervenu sur ces questions parce que l'histoire de Madame Claudette, c'est un peu l'histoire que vivent les Français maintenant quand ils vont à l'hôpital. On a vu récemment qu'on a transféré 31 enfants, 38 enfants même maintenant de la région parisienne atteints de bronchiolite en hôpitaux périphériques. Alors même si l'épidémie de bronchiolite cette année est un peu sévère, on n'a jamais vu ça en France. Et je rappelle que la PHP, c'est un des plus grands complexes hospitaliers d'Europe. Et on voit bien la destruction qui a été menée ces dernières années par M. Martin Hirsch, qui coule des jours heureux maintenant dans une société privée d'enseignement supérieur européen, après avoir saboté l'hôpital public de Paris. On voit bien les conséquences que ça a concrètement au quotidien pour ces bébés. On sait que les transferts interhospitaliers comme ça sont des moments à haut risque, et il y a un risque vital qui est associé à ces transferts. Et donc on peut aussi imaginer qu'il y a des enfants qui décèdent lors d'un transfert comme ça, et les parents vont se retourner pas contre les ministres, pas contre les directeurs d'hôpitaux, ils vont se retourner contre les soignants, c'est bien ça le problème. Et c'est ce qui se passe avec cette petite dame qui est décédée à Dijon, et c'est vrai que c'est vraiment triste d'en arriver là. Mais il faut bien savoir que maintenant, c'est notre quotidien, nous soignants, de devoir gérer ces situations inextricables, parce qu'on n'a plus de personnel, parce qu'on n'a plus assez d'accès au bloc opératoire, parce qu'on n'a plus assez d'anesthésistes. Et effectivement, nous-mêmes à Besançon, dans mon service, ça nous est arrivé de reporter des interventions plusieurs jours chez des patients jeunes ou des patients âgés. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile à gérer parce qu'on doit laisser les patients à jeun dans l'attente de l'opération. L'après-midi, il peut y avoir une urgence vitale qui arrive, qui fait annuler l'intervention, qui est reportée au lendemain, et ça peut se produire comme ça plusieurs jours d'affilée. Et on n'est plus en capacité maintenant du fait des suppressions de lits. On a vu encore l'année dernière 4300 lits qui ont été supprimés en France, alors pendant le Covid, il y a eu encore des milliers et des milliers de lits qui ont été supprimés. Et nous, on dit stop à ça, parce que là, on est en fait, moi, mon cri d'alarme, c'était ça, c'était de dire maintenant, cette politique libérale de destruction
délibéré du service public de santé, et que ça soit au niveau des hôpitaux, mais aussi au niveau de la ville, puisqu'on voit qu'il y a des grosses pénuries de généralistes concrètes pour les Français. C'était ça mon cri d'alarme, c'était de dire aux gens maintenant, ça se paye cash. Vous imputez donc la responsabilité de cette catastrophe à Martin Hirsch, très clairement. Ben là pour Paris, je suis désolé, mais M. Martin Hirsch, il était directeur de la PHP pendant plusieurs années. C'est pas moi qui le dis, c'est les soignants de la PHP, les collectifs qui travaillent sur Paris, ont accusé M. Martin Hirsch de délibérément saboter l'hôpital public de Paris. C'est pas nouveau, tout le monde le sait. Et c'est pareil dans toute la France, j'ai envie de dire. Les directeurs d'hôpitaux qui cautionnent en fait ces directives des ARS et du coup des ministères, et les ministères qui sont les donneurs d'ordre au final de ces situations, sont vraiment responsables de la mort de ces Français qui vont arriver de plus en plus dans nos hôpitaux, dans nos systèmes de soins, dans notre système de soins. Et je pense qu'un jour, il faudra se poser vraiment la question de la responsabilité de ces gens. D'ailleurs, vous avez vu que Madame Buzyn est poursuivie pour la crise du Covid, pour la mauvaise gestion de la crise du Covid. Et je pense que c'est tout à fait normal. Alors, comment vous expliquez que l'on permette ce type de sabotage dans un pays développé comme la France? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Ça fait 30 ans que la politique de santé dans notre pays vise à transformer le système de santé en un système privatisé. Voilà. Donc là, on y va petit pas par petit pas. Depuis 6 ans, avec M. Macron, on a vu qu'il y a eu un accélérateur qui a été mis là-dedans. C'est pour ça que les soignants se sont descendus dans la rue, ont fait des grèves, etc. Et on a abouti à un Ségur, finalement, qui a été une parodie d'avancée, puisqu'on a donné quelques miettes aux soignants. Nous, on avait demandé 300 € pour les infirmières pour s'aligner sur le salaire européen, ce qui était juste le minimum qui était exigible pour les infirmières. On nous a donné que 120, 150 €, des primes qui ne sont pas comptées dans la retraite, etc. Donc pour nous, c'est une nouvelle injure en fait pour les soignants qui reçoivent ces offres, ces améliorations. Ce sont juste des injures qui sont faites et un nouveau mépris. Et c'est ce qui explique que de nouveaux soignants continuent de partir parce qu'on se sent vraiment méprisé par ce gouvernement. Quand on vous annonce, par exemple, là, comme l'a fait M. Braun, qu'on va mettre 400 millions pour la pédiatrie, il faut bien lire les choses, en fait, parce que cette parole politique, elle est fallacieuse et elle est trompeuse. Parce qu'en fait, on a vu récemment qu'à l'Assemblée nationale, vous avez tous suivi qu'on a voté le plan de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce plan n'autorise un dépassement de dépenses que de 3,7% pour l'année à venir. Et on sait que le taux d'inflation actuel, il est de 5,6%. Donc en gros, ça veut dire que mécaniquement, eh bien, en fait, on va imposer aux hôpitaux une décote de financement de 1,9%, ce qui équivaut à 4,6 milliards. Donc quand M. Braun, d'un côté, nous dit je donne 400 millions pour la pédiatrie, il se moque du monde parce qu'en fait, il a déjà repris 4,6 milliards à la santé par le vote de l'ONDAM et du PLFSS 2023. Voilà. Donc en fait, ces 400 millions, ils sont déjà partis. Ils n'existent pas et on va encore nous ponctionner plus de 4 milliards sur la santé en 2023. C'est ça que les Français doivent comprendre. Donc les annonces, les effets d'annonce de millions comme ça ne veut rien dire en fait. Le budget annuel de la Sécu, c'est 240 milliards. Donc quand monsieur Braun ou comme monsieur Véran l'avait fait ou madame Buzyn l'avait fait, balance 400 millions comme ça dans le budget, c'est une goutte d'eau dans l'océan en fait. Ça ne sert à rien. Voilà, il faut changer de paradigme. Il faut que la santé, ça soit un bien commun, précieux. Il faut que les dépenses de santé soient fixées non pas par des économies, mais par les besoins de la population. Il faut que les soignants puissent travailler dans de bonnes conditions et soient dignement rémunérés. Et il faut aussi que on arrête avec ce management humain qui est délétère. C'est ce qu'a fait M. Martin Hirsch à l'hôpital de Paris. C'est pour ça qu'il y a tant de soignants qui sont partis. Il y a des soignants qui ont été menacés, il y a des soignants qui ont été mis à pied, il y en a des soignants qui ont eu des blâmes parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils ont critiqué la politique qui était en cours. Et il faut redonner du pouvoir aux soignants dans les hôpitaux. C'est ce que nous on demande au niveau du collectif interhôpitaux depuis plus de 3 ans quand même.
On va revenir donc sur ces scandales. Alors effectivement, l'histoire terrible de Claudette, 77 ans, qui est morte 2 fois au CHU de Dijon, ça fait vraiment les gros titres aujourd'hui. Mais vous évoquez aussi d'autres scandales. Vous l'avez fait très rapidement en évoquant celui des transferts d'enfants nécessitant de la réanimation pédiatrique, souvent à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Alors tout ça, on peut retrouver ces affaires scandaleuses sur votre blog Mediapart. Mais vous évoquez aussi un patient porteur d'une énorme hernie discale qui est opéré après un délai de 42 heures et qui s'en sort avec des séquelles à vie, ou un homme d'âge moyen qui fait une rupture d'anévrisme sur son lieu de travail et qui n'est pris en charge que 9 heures après. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, ces exemples-là, moi je pense qu'ils sont assez illustratifs. Moi ça m'a choqué parce que j'ai jamais vu ça depuis 30 ans que j'exerce ce métier. Quand un patient met 42 heures, vous savez, ce patient, je vais vous raconter l'histoire succinctement, il a fait sa récidive de hernie discale. C'est un monsieur qui avait déjà été opéré une première fois, il connaissait les symptômes. Maintenant, on ne peut plus aller aux urgences sans passer par le 112, vous êtes au courant quand même. Donc ça déjà, c'est un premier scandale. Comment un malade peut-il évaluer lui-même son niveau de gravité de symptômes? Un patient qui a une douleur du cœur, thoracique, comment va-t-il savoir si c'est juste un froissement musculaire ou est-ce que c'est un infarctus du myocarde? Là, j'ai opéré la semaine dernière un patient qui a fait une rupture d'anévrisme le vendredi et lui-même a eu ce mal de tête. Il n'a pas jugé la gravité de son accident. Il n'est venu que 5 jours après. Et il m'a dit, parce que je ne voulais pas surcharger les urgences. Donc vous voyez que ce discours de M. Braun qui dit aux parents, avec vos enfants qui ont une bronchiolite, ce n'est pas urgent d'aller aux urgences, c'est déjà un discours qui est presque dangereux, je dirais. Ah. Et ce patient, il a appelé le 112, on lui a dit, non monsieur, vous ne pouvez pas aller aux urgences, on va vous envoyer SOS médecin, qui est arrivé plusieurs heures après. Et puis le lendemain, le monsieur s'est pas commencé à se paralyser. Et il a aujourd'hui des séquelles à vie, c'est bien ce monsieur, ouais. Le 112, on lui a dit, monsieur, on va vous envoyer une ambulance. Et vous savez que maintenant, oui, on va vous envoyer une ambulance, l'ambulance est arrivée à 17 heures. Le monsieur est arrivé à 17 heures à l'hôpital, il a eu son scanner à 23 heures. Et nous, on a dû l'opérer à 5 heures du matin le lendemain, vous voyez. Donc 42 heures pour être opéré d'une hernie discale. Et tout ça, ça se traduit comment? Ça se traduit soit par des décès, soit par des pertes de chance. Dans notre spécialité, ça se traduit par des paralysies, des séquelles neurologiques, bien entendu. Alors, vous donnez des chiffres terribles sur votre service que l'on peut généraliser à de nombreux services hospitaliers en France. 30 à 50% des infirmières, 25% des aides-soignantes et 20 à 40% des vacations opératoires. À quoi c'est dû? Tous ces faits sont des symptômes d'un mal plus structurel, on imagine. C'est quoi ce mal? Le mal, c'est déjà un management des directions qui est toxique sur les personnels. Le mal, c'est que les soignants ne se sentent pas reconnus par leurs administrations et par le ministère, on ne leur donne pas des salaires qui sont dignes et qui ne sont pas à la hauteur des salaires européens. Le mal, il vient que on a avec on va dire la suppression des lits qui consiste à supprimer des personnels. En fait, pourquoi on supprime des lits? Les lits sont toujours à l'hôpital, mais c'est simplement pour supprimer la masse salariale, qui est le seul moyen pour les directions de réduire leurs dépenses. Donc c'est simple. Et là, on a tellement dégradé en fait les effectifs au niveau des hôpitaux, mais c'est dans toute la France, hein, c'est pas qu'à Besançon, bien entendu. Et à Besançon, on est peut-être un des hôpitaux qui s'en tire le mieux au niveau français. C'est là vous dire le drame actuel. Eh bien, en fait, on est dans une situation où on est dans un effondrement en fait complet du système. Et moi, mon but, c'est d'alerter les gens et de dire, mais prenez votre destin en main, il va falloir descendre dans la rue pour sauver votre système de santé, parce que c'est vous, au final, qui allez en pâtir. Bien sûr, vous encouragez les Français à se révolter face à ces situations inadmissibles, mais comment se révolter? Comment se révolter? Il y a plein de façons de faire. On peut écrire au ministère, on peut saturer les numéros de téléphone des ministères, on peut faire de la désobéissance civile, on peut aller manifester devant les directions d'hôpitaux, on peut aller manifester devant le ministère de la Santé, on peut soutenir les collectifs interhôpitaux, interurgences qui se battent depuis 3 ans pour ça. On peut descendre dans la rue quand les soignants font des manifestations, parce que ça fait 3 ans qu'on fait des manifestations. On n'a pas vu tant de monde que ça nous accompagner au final.
On nous a applaudi à 20 heures pendant le Covid parce que les gens avaient peur en fait de mourir, mais dès que le Covid est passé, on a été un peu oubliés entre guillemets. Donc après, je comprends que les gens ont peur de se manifester quand on a vu la répression qui s'abat sur les manifestations. Et moi, j'ai pris parole là contre les armes sublétales, les LBD, les grenades, etc. Parce que c'est indigne de notre pays de massacrer les gens dans la rue qui vont descendre pour demander, par exemple, un meilleur système de soins. Et on a même vu des soignants matraqués ou gazés pendant les manifestations. Mais je pense que là, il y a une urgence vitale pour les Français à se mobiliser. De toute façon, qu'est-ce qui peut leur arriver de pire? Faut pas rêver. Ces dysfonctionnements, ils vont vous rattraper un jour ou l'autre. Quel que soit votre âge, votre métier, votre profession, il y aura toujours quelqu'un, vous, votre famille ou vos amis, qui vont se retrouver à l'hôpital et qui vont subir ou pâtir de ces situations. Merci beaucoup, professeur Laurent Thynès.